Bienvenue pour ma deuxième vidéo et pour la toute première vidéo je pense, une longue série qui sera sur l'histoire et sur le livre, donc, du Seigneur des Anneaux. Dans cette vidéo, ce sera, contrairement aux autres, pour l'instant, une histoire plus parlée, donc un peu plus narrée, tandis que l'autre est plus chuchotée pour t'endormir plus facilement. Je pense que ça marche dans les deux cas, et peut-être qu'il y a des préférences pour chacun, donc j'avais envie d'essayer une histoire narrée. Donc je me disais pourquoi pas lire Le Seigneur des Anneaux. Donc je vais commencer par le prologue. J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. 1. La communauté de l'anneau. Prologue. Des hobbits. Ce livre traite dans une large mesure des hobbits, et le lecteur découvrira dans ces pages une bonne part de leur caractère et un peu de leur histoire. On pourra trouver d'autres renseignements dans les extraits du livre de la Marche de l'Ouest, déjà publié sous le titre Le Hobbit. La présente histoire a pour origine les premiers chapitres du livre rouge, composé par Bilbon lui-même, premier hobbit à devenir fameux dans le monde entier. Il leur donna pour titre « Histoire d'un aller et retour », puisqu'il traitait de son voyage dans l'Est et de son retour, aventure qui devait engager tous les hobbits dans les importants événements de cet âge, ici rapportés. Mais maints lecteurs voudront sans doute en savoir dès lors davantage sur ce peuple remarquable. Certains peuvent aussi ne point posséder le premier livre. À l'intention de telles personnes, nous réunissons ici quelques notes sur les points les plus importants de la tradition hobbit. Et nous rappelons brièvement la première aventure. Les hobbits sont un peuple effacé, mais très ancien, qui fut plus nombreux dans l'ancien temps que de nos jours, car ils aiment la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Une campagne bien ordonnée et bien mise en valeur était leur retraite favorite. Ils ne comprennent ni ne comprenaient, et ils n'aiment pas davantage les machines, dont la complication dépasse celle d'un soufflet de forge, d'un moulin à eau ou d'un métier à tisser manuel, encore qu'ils fussent habiles au maniement des outils. Même dans l'ancien temps, ils se méfiaient des grandes gens, comme ils nous appellent, et à présent qu'ils nous évitent avec effroi. Il devient difficile de les trouver. Ils ont l'oreille fine et l'œil vif, et s'ils ont tendance à l'embonpoint et ne se pressent pas sans nécessité, ils n'en sont pas moins lestes et adroits dans leurs mouvements. Ils ont toujours eu l'art de disparaître vivement et en silence, quand des grandes gens qu'ils ne désirent pas rencontrer viennent par hasard de leur côté. Et cet art, ils l'ont développé au point qu'aux hommes, il pourrait paraître magique. Mais les hobbits n'en ont jamais étudié la magie, d'aucune sorte, et leur caractère insaisissable est dû uniquement à une habileté professionnelle, que l'hérédité et la pratique, ainsi qu'une amitié intime avec la terre, ont rendu inimitable pour les races plus grandes et plus lourdes. Car ce sont de petites personnes. Plus menus que les nains, ils sont moins gros et trapus. Disons même s'ils ne sont pas beaucoup plus courts. Leur taille est variable et va de 60 cm à 1,20 m selon notre mesure. Aujourd'hui, ils atteignent rarement 90 cm, mais ils ont plus diminué, disent-ils, et dans l'ancien temps, ils étaient plus grands. D'après le livre rouge, Bandobras Touk, le Touk mugissant, fils d'Isengrin II, mesurait 1,40 m, et il était capable de monter à cheval. Il ne fut dépassé dans toutes les annales d'Hobbit que par deux personnages fameux dans l'ancien temps, mais il sera traité de ce curieux sujet dans le présent livre. Quant aux hobbits de la comté, dont il s'agit dans ce récit, ils étaient du temps de leur paix et de leur prospérité de joyeuses gens. Ils se vêtaient de couleurs vives et affectionnaient particulièrement le jaune et le vert. Mais ils portaient rarement des chaussures. Leurs pieds, ayant la plante dure comme du cuir et étant revêtus d'un épais poil frisé, très semblable à leur chevelure, communément brune.
Ainsi, le seul métier manuel qui fut peu en honneur chez eux était-il la cordonnerie. Mais ils avaient les doigts longs et habiles. Ils savaient fabriquer bien d'autres objets utiles et agréables à l'œil. Leur visage était en règle générale plus aimable que beau, large, avec les yeux brillants, les joues rouges et la bouche toute prête au rire, au manger et au boire. Et pour ceux qui étaient de rire, de manger et de boire, ils le faisaient bien souvent et cordialement, car ils aimaient les simples facilités, en tout moment, et 6 repas par jour, quand ils pouvaient les avoir. Ils étaient hospitaliers, ils se plaisaient aux parties, ainsi qu'aux cadeaux, qu'ils s'offraient avec libéralité, et qu'ils acceptaient avidement. Il est clair qu'en dépit d'un éloignement ultérieur, les hobbits nous sont apparentés. Ils sont beaucoup plus proches de nous que les elfes, ou même que les nains. Ils parlaient autrefois la langue des hommes, à leur propre façon, et leur goût était très semblable à ceux des hommes, dans leurs inclinations ou leur inversion. Mais c'est impossible de découvrir aujourd'hui notre relation exacte. L'origine des hobbits remonte très loin dans les temps anciens, maintenant perdus et oubliés. Seuls les elfes conservent encore des annales de cette époque, évanouies, et leurs traditions ne concernent pratiquement que leur propre histoire, dans laquelle les hommes apparaissaient rarement, et où il n'est fait aucune mention des hobbits. Il est cependant clair que ceux-ci avaient, en fait, vécu tranquillement dans la Terre du Milieu, durant de longues années, avant que d'autres n'eussent même conscience de leur existence. Et le monde étant après tout rempli d'innombrables créatures étranges, ce petit peuple semblait de bien peu importance. Mais du temps de Bilbon et de son héritier Frodon, ils devinrent soudain malgré eux, importants et renommés, et ils troublèrent les conseils des sages et des grands. Ces temps-là, le tiers âge de la Terre du Milieu, sont du lointain passé, et la forme de toutes les terres a été modifiée. Mais les régions où vivaient alors les hobbits étaient sans doute celles où ils demeurent encore. Le nord-ouest de l'ancien monde, à l'est de la mer, de leur pays originel. Les hobbits du temps de Bilbon ne conservaient aucune connaissance. Le goût du savoir, autre que la généalogie, était peu prononcé parmi eux. Mais il restait encore quelques membres des plus anciennes familles qui étudiaient leurs propres livres, et même rassemblaient les documents des anciens temps et des terres lointaines auprès des elfes, des nains et des hommes. Leurs propres archives ne remontaient qu'à l'établissement de la comté, et leurs légendes les plus anciennes ne se rapportaient pas au-delà du temps de leur odyssée. Il ressort néanmoins clairement de ces légendes et du témoignage de leurs paroles et coutumes particulières que, comme maint autre peuple, les hobbits s'étaient, dans un lointain passé, déplacés vers l'ouest. Leurs plus anciens récits semblent entrevoir un temps où ils demeuraient dans les vallées supérieures de l'Anduin, entre les saillants Verbois, le Grand, et les monts brumeux. On ne sait plus avec certitude pour quelle raison ils entreprirent plus tard la dure et périlleuse traversée des montagnes, et se rendirent en Eriador. Leur propre récit parle de la multiplication des hommes dans leur pays, et du nombre tombé dans la forêt, de sorte qu'elle devint ténébreuse et reçut le nouveau nom de forêt noire. Avant la traversée des montagnes, les hobbits s'étaient déjà divisés en 3 branches, quelque peu différentes, les pieds velus, les forts et les pâles. Les pieds velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts. Ils n'avaient pas de barbe, et ils allaient sans chaussures. Ils avaient les mains et les pieds agiles et lestes. Ils préféraient les hautes terres et les collines. Les forts étaient plus larges, de conformation plus lourde. Leurs mains et leurs pieds étaient plus grands. Ils préféraient les terrains plats et le bord des rivières. Les pâles étaient de clair de peau et aussi de cheveux. Ils étaient plus grands et plus élancés que les autres. Ils aimaient les arbres et les terrains boisés. Les pieds velus eurent beaucoup de rapports avec les nains dans les temps anciens, et ils vécurent longtemps sur les contreforts de montagne. Ils émigrèrent de bonne heure dans l'ouest, et ils parcoururent l'Eriador,
jusqu'au mont Venteux, tandis que les autres étaient encore au pays sauvage. C'était la variété la plus normale et la plus représentative des hobbits, de beaucoup, la plus nombreuse. Ils étaient les plus enclins à s'établir dans un endroit précis, et ce furent eux qui conservèrent le plus longtemps la coutume ancestrale de vivre dans les galeries et les trous. Les forts s'attardèrent longtemps sur les bords du grand fleuve Anduin, et ils craignaient moins les hommes. Ils vinrent dans l'ouest, après les pieds velus, et suivirent le cou de la Sonoronne, en direction du sud. Et là, ils furent nombreux à demeurer entre Tabarde et la frontière du pays de Dain, avant de repartir vers le nord. Les Pâles, les moins nombreux, étaient une branche nordique. Ils avaient plus de rapports amicaux avec les nains que les autres hobbits, et ils s'entendaient davantage au langage et au chant qu'aux travaux manuels. Et, jadis, ils préféraient la chasse à l'agriculture. Ils traversèrent la montagne au nord de Fontcombe et suivirent la Font Grise. En Eriador, ils ne se tardèrent pas à se mêler aux autres espèces qui les avaient précédés. Mais plus hardis et plus aventureux, on les trouvait souvent comme meneurs ou chefs de clan, parmi les pieds velus ou les forts. Même du temps de Bilbon, on pouvait encore constater la puissante veine pâle dans les grandes familles telles que les Touques et les maîtres du pays de Bouc. Dans les terres de l'ouest d'Eriador, entre les monts brumeux et les monts de lune, les hobbits trouvèrent tant des hommes que des elfes. En fait, demeurait là un restant des Dunedains, les rois des hommes qui vinrent par la mer de Louistrenesse. Mais ils diminuaient rapidement, et les terres de leur royaume du nord retombaient partout en friche. La place ne manquait pas pour de nouveaux arrivants. Et les hobbits ne tardèrent pas à s'établir en communauté ordonnée. La plupart de leurs premiers établissements, depuis longtemps disparus, étaient oubliés à l'époque de Bilbon, mais l'un des premiers à prendre de l'importance avait persisté, bien qu'en dimension réduite. Il se trouvait à Brie, au milieu du bois de Chef, à quelques 40 milles à l'est de la comté. Ce fut sans nul doute, en ces temps anciens, que les hobbits apprirent leurs lettres et commencèrent à écrire à la manière des Dunedains, qui avaient eux-mêmes acquis longtemps auparavant ces arts des elfes. Et à cette époque, aussi, ils oublièrent les langues qu'ils pouvaient avoir eu parlées antérieurement, pour adopter dorénavant le langage ordinaire, nommé Ouistrin, courant dans tous les territoires des rois de l'Arnor au Gondor, et le long de toutes les côtes de la mer, de Balfalas à Lune, ils conservèrent néanmoins quelques mots à eux, ainsi que leur propre appellation, pour les mois et les jours, et un grand fond de noms personnels du passé. C'est vers cette époque que, chez les hobbits, la légende commence à devenir de l'histoire, avec une datation et des années. Car ce fut en l'an 1601, du tiers-âge, que les frères Pâle Marchon et Blancon partirent de Brie, et après avoir obtenu la permission du grand roi de Fornost, ils franchirent la rivière Brune, Baranduin, avec une grande suite de hobbits. Ils passèrent par le pont des Arbalètes, qui avait été construit au temps de la puissance du royaume du Nord, et prirent tout le territoire au-delà pour y résider. Entre la rivière et les monts reculés, ils eurent pour seule obligation de maintenir en bon état le grand pont, ainsi que tous les autres ponts et les routes, de faciliter le voyage de messagers du roi et de reconnaître sa suzeraineté. Ainsi débuta la datation de la comté, car l'année de passage de Brandevin, c'est ainsi que les hobbits modifièrent le nom, devint l'an 1 de la comté, et toutes les dates suivantes furent calculées en conséquence. Les hobbits occidentaux tombèrent aussitôt amoureux de leur nouveau territoire, et ils y demeurèrent et ne tardèrent pas à sortir de rechef de l'histoire des hommes et des elfes. Tant qu'il y eut un roi, ils furent nominalement ses sujets, mais ils n'y étaient gouvernés en fait par leur propre chef, et ils ne s'y mêlaient en aucune façon, et ils n'en se mêlaient en aucune façon des événements du monde extérieur. Lors de la dernière bataille à Fornost, avec le seigneur magicien d'Angmar, ils envoyèrent des archers au secours du roi, ou tout au moins, est-ce ce qu'ils soutenaient.
Encore qu'on n'en trouve aucune trace dans les annales des hommes. Mais, dans cette guerre, le royaume du Nord prit fin. Les hobbits gardèrent alors le pays pour leur propre compte. Et ils choisissèrent, parmi leurs chefs, un Tairen pour détenir l'autorité du roi disparu. Là, durant 1000 ans, ils furent peu troublés par les guerres. Ils prospéraient et se multipliaient après la peste noire, jusqu'au désastre du long hiver et la famine qui s'ensuivit. Des milliers de gens périrent alors, mais les jours de disette étaient depuis longtemps passés, à l'époque de ce récit. Et les hobbits étaient de nouveau accoutumés à l'abondance. La terre était riche et favorable, en dépit d'un long abandon avant leur arrivée. Elle avait été auparavant bien cultivée, et le roi y avait eu de nombreuses fermes, des terres à blé, des vignes et des bois. Le pays s'étendait sur 40 lieues, des hauts reculés au pont de Brandevin, et sur 50 des landes du nord aux marais du sud. Les hobbits le nommèrent la comté, comme région placée sous l'autorité de leur Tairen, et district d'affaires bien ordonné. Là, dans cet agréable coin du monde, ils menèrent l'affaire bien ordonnée de leur vie, et ils s'occupèrent de moins en moins du monde extérieur, où évoluaient de sombres choses, au point qu'ils en virent à penser que la paix et l'abondance étaient de règle dans la terre du milieu, et de droit pour tous les gens sensés. Ils oublièrent ou négligèrent le peu qu'ils avaient jamais su des gardiens, et des peines de ceux qui avaient rendu possible la longue paix de la comté. S'ils étaient en fait à l'abri, ils en avaient perdu le souvenir. Jamais les hobbits d'aucune sorte n'avaient été belliqueux, et ils ne s'étaient jamais battus entre eux. Dans les temps anciens, ils avaient souvent été obligés, bien sûr, de se battre pour se maintenir dans un monde dur. Mais, à l'époque de Bilbon, c'était des histoires très anciennes. La dernière bataille, avant le début de ces récits, et en fait la seule qui n'eût jamais été livrée à l'intérieur de la comté, datait d'un temps immémorial. C'était la bataille des Champs Verts, dans laquelle Brandebras-Touk défie une invasion d'orques. Même le climat s'était fait plus doux, et les loups qui autrefois, pendant les hivers rigoureux, descendaient du nord en quête de leur proie, n'étaient plus qu'un conte de bonnes femmes. Aussi, bien qu'il y eût encore une certaine quantité d'armes dans la comté, ne servaient-elles surtout que comme trophées, suspendues au-dessus des cheminées, et sur les murs, ou rassemblées au musée de grandes caves. On appelait celui-ci la maison des matomes, car tout ce que pourquoi les hobbits n'avaient pas d'usage immédiat, mais qu'ils ne voulaient pas jeter, ils le nommaient un matome. Leur demeure avait tendance à être un peu encombrée de matomes, et maintes cadeaux, qui passaient de main en main, étaient de cette sorte. Le bien-être et la paix avaient néanmoins laissé à ce peuple une étrange endurance. Ils étaient, si les choses en venaient, là, difficiles à abattre ou à tuer. Et peut-être la raison pour laquelle ils aimaient si insatiablement les bonnes choses était telle qu'ils pouvaient s'en passer en cas de nécessité. Ils étaient capables aussi de survivre aux plus durs assauts de chagrin, de l'ennemi ou du temps, au point d'étonner qui, ne les connaissant pas bien, ne regardaient pas plus loin que leurs panses et leurs figures bien nourries. Quoique lents à la querelle, et ne tuant aucun être vivant pour le plaisir de la chasse, ils étaient vieillants quand ils étaient acculés, et au besoin, ils savaient encore manier les armes. Ils tiraient bien à l'arc, car ils avaient l'œil perçant, et ils frappaient juste. Et pas seulement avec l'arc et les flèches. Quand un hobbit se baissait pour ramasser une pierre, il était bon de se mettre vivement à couvert, comme le savaient bien tous les animaux intrus. Les hobbits avaient tous vécu à l'origine dans des trous creusés dans le sol, ou tout au moins le croyaient-ils, et c'est dans telle demeure qu'ils se sentaient le plus à l'aise. Mais avec le temps, ils avaient dû adopter d'autres formes d'habitation. De fait, dans la comté, au temps de Bilbon, seuls en général les plus riches et les plus pauvres maintenaient l'ancienne coutume. Les plus pauvres continuaient à vivre dans des terriers, de l'espèce la plus primitive, de simples trous en vérité, à une seule fenêtre, ou sans fenêtre du tout d'ailleurs, tandis que les gens cossus construisaient des versions plus luxueuses, des simples excavations d'autrefois. Mais les sites convenables à ces vastes tunnels ramifiés,
ou Smial, comme on les appelait, ne se trouvaient pas n'importe où. Et, dans les terrains plats et les régions basses, les hobbits, à mesure qu'ils se multipliaient, commencèrent à construire en surface. En fait, même dans les régions accidentées et dans les villages les plus anciens, tels que Hobbitbourg ou Bourg de Touques, ou dans la commune principale de la comté, Grande Cave, sur les hauts blancs, il y avait à présent de nombreuses maisons, de bois, de briques ou de pierre. Elles étaient particulièrement en faveur auprès des meuniers, des forgerons, des cordiers, des charrons et d'autres artisans, car même quand ils avaient des trous à habiter, les hobbits avaient de longtemps accoutumé de construire des hangars et des ateliers. L'habitude de construire des fermes et des granges avait, selon la tradition, pris naissance parmi les habitants du Maresque, sur les bords de Brandevin. Les hobbits de cette région, le quartier de l'Est, étaient assez grands. Lourds de jambes, ils ne portaient pas de bottes de nains, partant boueux. Mais, de notoriété publique, ils avaient une grande part du sang fort, comme il se voyait bien au duvet que nombre d'entre eux portaient aux moutons. Nul pied velu et nul pâle n'avait trace de barbe. En fait, les gens du Maresque et du pays de Bouc, à l'est de la rivière, qu'ils occupèrent par la suite, arrivèrent pour la plupart postérieurement dans la comté, venant du sud. Et ils en ont encore maint nom particulièrement et maint mot étrange qui ne se rencontre pas ailleurs dans la comté. Il est probable que l'art de construire provint, comme bien d'autres, des dieux de nains. Mais les hobbits ont pu l'apprendre directement des elfes, les maîtres des hommes dans leur jeunesse, car les elfes de haute lignée n'avaient pas encore abandonné la terre du milieu, et ils résidaient encore à cette époque au Havre Gris, dans l'ouest, et à d'autres endroits accessibles de la comté. On pouvait encore voir 3 tours des elfes d'âge immémorial sur les collines des Tours, au-delà de la marche à l'ouest. Elles brillaient au loin, au clair de lune. La plus haute était la plus éloignée, et ils se dressaient isolés sur une butte verte. Les hobbits du quartier de l'ouest disaient que du haut de cette tour, on pouvait voir la mer. Mais on ne sache pas qu'aucun hobbit y avait jamais grimpé. En vérité, peu de hobbits avaient jamais vu la mer ou navigué dessus, et encore moins bien étaient jamais revenus pour le raconter. La plupart d'entre eux considéraient même les rivières et les petites embarcations avec une grande méfiance, et rares étaient ceux qui savaient nager. À mesure que les jours de la comté s'étendaient, les hobbits eurent de moins en moins de rapports avec les elfes. Ils commencèrent à les craindre et à se défier de ceux qui les fréquentaient. La mer devint parmi eux un mot redoutable, un signe de mort, et ils détournèrent le visage des collines de l'ouest. Peut-être l'art de construire vint-il des elfes ou des hommes, mais les hobbits l'appliquèrent à leur façon. Ils n'élevèrent pas de tours, leurs maisons étaient habituellement longues, basses et confortables. Les plus anciennes n'étaient en fait qu'une imitation, bâtie des smials, couvertes d'herbes sèches et de paille ou de tourbe, avec des murs quelque peu bombés. Ce stade appartenait toutefois au premier temps de la comté, et la construction hobbit s'était depuis longtemps modifiée, améliorée grâce à des procédés appris des nains ou des découvertes par eux-mêmes. Une préférence pour les fenêtres et même les portes rondes était la principale particularité subsistant de l'architecture hobbit. Les maisons et les trous des hobbits de la comté étaient souvent vastes et habités par des familles nombreuses. Bilbon et Frodon Sacquet, célibataires, étaient très exceptionnels, comme en bien d'autres matières, par exemple leur amitié avec les elfes. Parfois, comme dans le cas des Touques, des grands smials ou des Brandebouc, de Châteaubrand, de nombreuses générations de parents vivaient ensemble en paix, relative cependant, dans une seule demeure ancestrale à nombreuses galeries. Les hobbits étaient tous, dans tous les cas, attachés au clan, et ils tenaient un compte extrêmement soigneux de leur parenté. Ils dressaient des arbres généalogiques longs et compliqués, aux branches innombrables. Quand on a affaire aux hobbits,
il est important de se rappeler qui est parent de qui, et à quel degré. Il serait impossible de donner dans ce livre un arbre généalogique qui ne comprenne même que les membres les plus importants des principales familles, à l'époque où se déroule le présent récit. Les généalogies, qui se trouvaient à la fin du livre rouge de la Marche de l'Ouest, forment à elles seules un petit livre, et tout autre que les hobbits les trouvèrent extrêmement fastidieuses. Eux se délectaient de pareilles choses, si elles étaient exactes. Ils aimaient avoir des livres emplis de choses qu'ils savaient déjà, posées nettement et sans conteste. C'est la fin du premier chapitre de ce prologue, qui se nommait Des Hobbits. Dans la prochaine vidéo, je te lirai le deuxième chapitre, qui se nomme De l'herbe à pipe. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que je n'ai pas trop bafouillé. Et j'espère te voir sur la chaîne pour d'autres vidéos. Passe une bonne soirée ou une bonne nuit ou journée selon à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo.